Cette histoire m'a laissé un sentiment de malaise qui ne part pas, vraiment. On parle de Shining, de Stephen King, et ce n'est pas juste une histoire de fantôme, c'est une plongée brutale dans la désintégration d'une famille, dans la fragilité d'un homme face à ses démons. C'est implacable. Au centre, il y a Jack Torrance, écrivain raté, père, mari. Et on est immédiatement jeté avec lui, sa femme Wendy et leur fils Danny, dans un hôtel immense, complètement isolé du monde par la neige, pour tout un hiver. Le paradoxe, c'est que cet homme, il cherche une dernière chance pour sauver sa famille, mais il va devenir la chose même qui veut la détruire. C'est complètement fou, non? Parce que dans cet endroit, les murs ont une mémoire. Et surtout, ils ont faim. Et pour comprendre comment on en arrive là, il faut d'abord regarder l'homme. Jack Torrance, avant même qu'il mette un pied dans cet hôtel. Qui est-il vraiment? C'est ça la question clé. Avant d'être ce monstre potentiel, c'est juste un homme au bord du gouffre. Exactement. Le livre nous le présente comme quelqu'un d'instruit, un ancien enseignant qui rêvait d'être un grand écrivain, mais c'est surtout un homme rongé par le sentiment d'échec. Oui, et ses démons personnels, eux, sont bien réels. On n'est pas encore dans le surnaturel. Pas du tout. Son plus grand démon, c'est l'alcoolisme. Il est sobre quand l'histoire commence, mais on sent que c'est une lutte de chaque instant. Et lié à ça, il y a cette colère, une violence qui couvre en lieu en permanence. Une colère qui a déjà explosé de la pire des manières. On pense évidemment à cet incident terrible avec son fils, Danny. Ah oui, ce n'est pas juste un détail, c'est la blessure originelle de cette famille. Ça définit tout. Tout à fait. Dans un accès de rage, ivre, il a saisi son fils de 3 ans et il lui a cassé le bras. C'est un acte impardonnable, et surtout pour lui-même. La culpabilité, la honte, ça le dévore. Et c'est ce qui lui a coûté son poste d'enseignant. Voilà, c'est ce qui a brisé la confiance de sa femme et ce qui a plongé sa famille dans une situation financière et émotionnelle, catastrophique. Du coup, ce poste de gardien à l'hôtel Overlook, isolé pendant 5 mois, c'est bien plus qu'un simple boulot. C'est vraiment leur dernière chance. La dernière chance de se reconstruire, de prouver qu'il peut prendre soin d'eux et peut-être d'écrire enfin son livre. Et le lieu de cette dernière chance, c'est un personnage à part entière. L'hôtel Overlook. Ah oui, complètement. Il est immense, majestueux, un palace de luxe perché dans les montagnes rocheuses. Mais cette beauté, elle cache quelque chose de sinistre. Son isolement total en hiver, ce n'est pas juste un décor, c'est un catalyseur. Ce qui est incroyable, c'est de savoir que l'inspiration de King vient d'une expérience très personnelle. Ça rend l'histoire encore plus tangible. Oui, tout à fait. En 1974, Stephen King et sa femme, Tabitha, ont séjourné au Stanley Hotel, dans le Colorado. C'est ça, non? C'était la toute fin de la saison, juste avant la fermeture pour l'hiver. Et ils étaient les seuls clients. L'ambiance a dû être incroyable. Enfin, incroyable et terrifiante. Imaginez, un hôtel gigantesque, vide, des couloirs qui s'étendent à l'infini, le vent qui siffle dehors. Ça donne la chair de poule rien que d'y penser. Être les deux seules personnes dans un endroit aussi vaste. C'est exactement ce qu'il a ressenti. Il raconte qu'il a tout de suite pensé que ce serait le décor parfait pour une histoire de fantôme. Mais le vrai déclic, le moment où Shining est né, c'est un cauchemar qu'il a fait cette nuit-là. Le fameux cauchemar de la lance à incendie. Précisément, il a rêvé que son propre fils de 3 ans, Joe, hurlait de terreur dans les couloirs, poursuivi par une de ces grosses lances à incendie murales qui avaient pris vie. Oh là là. Elle serpentait vers lui comme un monstre. Il s'est réveillé en sursaut, en sueur, et c'est là que les grandes lignes de l'histoire ont commencé à se dessiner. L'idée d'un père, d'un fils et d'un hôtel qui prend vie. Voilà. Et pour l'anecdote, la chambre dans laquelle il séjournait, c'était la 217. Un numéro devenu mythique pour les lecteurs. C'est fou de penser qu'une simple nuit d'angoisse a pu engendrer un tel monument. Mais ce monument a 2 visages. Et c'est là que ça devient fascinant. On a l'histoire de Stephen King, et puis on a l'histoire radicalement différente de Stanley Kubrick. 2 interprétations du même cauchemar. Exactement. Alors, commençons par le livre. Pour King, si je comprends bien, Jack n'est pas un monstre au départ. C'est l'histoire de la corruption d'un homme bon, ou du moins d'un homme qui essaie de l'être. C'est exactement ça, et c'est toute la tragédie de l'histoire selon King. Il nous raconte la chute progressive, lente et douloureuse d'un homme torturé. Jack Torrance, il aime profondément sa femme et son fils, mais l'hôtel Overlook est une entité malveillante, consciente, qui sent sa vulnérabilité. C'est un prédateur en fait. Oui, c'est un prédateur qui flaire une proie blessée.
Et il utilise ses frustrations, son passé, sa peur panique de l'échec pour le manipuler, pour le posséder petit à petit. L'horreur est donc psychologique. Elle vient de l'intérieur. Ce qui fait peur, c'est de se reconnaître dans la fragilité de Jack, quoi. Ses angoisses, ce sentiment d'être passé à côté de sa vie. Ce sont des peurs universelles. C'est un monsieur tout-le-monde qui bascule, et King utilise des détails symboliques incroyables. Par exemple, l'arme du crime. Dans le livre, l'arme que Jack finit par utiliser, ce n'est pas une hache. Non, c'est un maillet de croquet. Voilà, un maillet de croquet. Ce qui est presque ridicule quand on y pense. Et c'est ça qui est génial. C'est un objet anodin, un jeu de la haute société, ce monde auquel Jack aspire. En le transformant en instrument de meurtre, King nous dit que la violence vient de l'homme, pas de l'objet. C'est un acte plus personnel, plus réfléchi, et donc infiniment plus terrifiant. Et il y a d'autres éléments angoissants dans le livre que le film a complètement zappé. Je pense aux buissons taillés en forme d'animaux. Ah, les taupières, oui. Dans le livre, il y a toute une haie d'animaux en buisson, des lions, un lapin. Et ils bougent. C'est horrible. Ils bougent, mais seulement quand on ne les regarde pas. C'est une horreur lente, insidieuse. Et puis, il y a la chaudière de l'hôtel au sous-sol. La chaudière, oui. Une vieille chaudière instable que Jack doit surveiller pour pas qu'elle explose. C'est une métaphore parfaite de la pression qui monte en lui. Tout ça, c'est l'horreur selon King, une tragédie humaine. Et puis, arrive Stanley Kubrick, qui lit ça et y voit autre chose. Radicalement autre chose. Le film de Kubrick ne raconte pas la corruption d'un homme bon. Il raconte la révélation d'un fou. Ah oui, clairement. Dès la première scène, le Jack Torrance, joué par Nicholson, a quelque chose d'inquiétant. On sent que la folie est déjà là, latente. L'isolement ne fait que la libérer. L'horreur chez Kubrick est plus esthétique, plus ambiguë. On ne sait jamais si les fantômes sont réels ou si c'est juste Jack qui devient fou. C'est ça. Et il crée ces images iconiques qui n'existent pas dans le livre, mais qui l'ont totalement éclipsé dans l'imaginaire collectif. La moquette. Ce motif hexagonal orange et rouge. La moquette, bien sûr, les jumelles effrayantes dans le couloir, l'ascenseur qui déverse des flots de sang, et Le labyrinthe végétal. le labyrinthe, qui remplace les buissons animaux de King, une métaphore parfaite de l'esprit perdu de Jack. Et l'arme change aussi. Fini le maillet, bonjour la hache de pompier. Plus direct, plus spectaculaire. Et beaucoup moins personnel. Et tous ces changements, ça a rendu Stephen King furieux. Ah oui, il n'a pas aimé du tout. Il a eu cette phrase célèbre, il a décrit le film comme une grande et belle Cadillac sans moteur. Pour lui, Kubrick avait pris le châssis de l'histoire, mais en avait retiré le cœur, la lutte interne de Jack. Et le cœur de cette histoire, justement, c'est peut-être ce que porte le fils, Danny, son fameux Shining. C'est quoi au juste? Le Shining ou le don, c'est une forme de pouvoir psychique. Danny est télépathe, il a des prémonitions, des visions du passé sanglant de l'hôtel. C'est une lumière psychique très puissante. Et c'est cette lumière qui attire l'Overlook? Exactement. L'hôtel est un parasite psychique qui se nourrit d'émotions. Et Danny est sa cible principale, un festin potentiel. Et pour se protéger, il a cet ami imaginaire, Tony. Tony, qui dans le livre est bien plus qu'un simple ami imaginaire, c'est une sorte de mécanisme de défense, peut-être une version future de Danny qui essaie de l'avertir. C'est fascinant. Mais Danny n'est pas le seul à être transformé entre le livre et le film. J'ai toujours eu un vrai problème avec le personnage de Wendy dans le film. Ah, Wendy. Elle me semble tellement passive, hystérique. Je me suis toujours demandé si elle était comme ça dans le livre. Alors là, non, pas du tout. C'est peut-être le plus grand écart entre les deux œuvres. Dans le roman de King, Wendy est une femme forte, belle, intelligente et déterminée. Elle voit la santé mentale de son mari se dégrader et elle se bat bec et ongle pour protéger son fils. C'est une héroïne. Ce n'est absolument pas l'impression qu'on a en voyant le film. Pas du tout. Dans le film, Shelley Duvall incarne une femme, presque sotte, soumise, au bord des larmes. Elle subit. D'ailleurs, les conditions de tournage ont été, semble-t-il, terribles pour l'actrice. Kubrick l'aurait intentionnellement poussée à bout. C'est un point de rupture majeur quand même. D'un côté une battante, de l'autre une victime. Et pendant que Wendy et Danny subissent, Jack, lui, est activement séduit. Oui, le mot est juste. C'est un processus de séduction. Il y a cette scène incroyable où Jack, en manque d'alcool, entre dans le grand salon de bal, le Gold Room. Qui est vide et sombre. Voilà, il s'approche du bar et dit qu'il vendrait son âme pour un verre. Et soudain, la lumière s'allume
et un barman fantomatique, Lloyd, est là, prêt à le servir. C'est là qu'il bascule. L'hôtel lui donne ce qu'il désire le plus. Exactement. Il lui offre l'alcool, mais aussi la reconnaissance. Plus tard, il se retrouve au milieu d'une fête des années 40. Les fantômes l'accueillent comme l'un des leurs. Ils lui disent qu'il a toujours été le gardien. L'hôtel lui offre un sentiment d'appartenance qu'il n'a jamais eu. C'est ça. Et c'est là que la séduction se transforme en manipulation. Quand intervient le fantôme de Delbert Grady, le gardien précédent, Celui qui a assassiné sa famille à la hache, lui-même. Et Grady le convainc que sa propre famille est un obstacle, qu'il doit les corriger. C'est à ce moment-là que Jack n'est plus seulement possédé. Il est endoctriné. Il a une mission. le conflit central est donc là. Jack Torrance serait-il victime de forces surnaturelles qui ont corrompu son amour de père, ou monstre dont la vraie nature a simplement été révélée par l'isolement? C'est la grande question. Et le livre et le film y répondent de manière totalement opposée. Ils proposent deux fins, deux destins pour Jack qui sont irréconciliables. Dans le livre, on a cette fin tragique, mais avec un dernier éclair d'humanité, non? Un moment où le père refait surface. Oui, c'est une fin de sacrifice, avec une forme de rédemption. Il y a cet instant crucial où Jack lutte contre l'emprise de l'hôtel pour sauver son fils. Et à l'inverse, la fin de Kubrick est glaciale. Sans aucune rédemption possible, Jack n'est plus qu'une bête hurlante dans le labyrinthe. C'est une fin sans appel où le monstre a gagné. La toute dernière image suggère qu'il est condamné à errer là pour l'éternité. Alors, la question reste entière. Reste-t-il une dernière étincelle du père capable de lutter? Ou l'homme a-t-il été complètement effacé? Pour connaître la réponse, et surtout pour savoir laquelle de ces deux terreurs vous entra le plus, il faut s'y plonger soi-même. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.